bienvenue à cette magnifique conférence, effectivement organisée par l'association Chrysalis, sur la perception du cosplay par les non-cosplayers. Moi, c'est Chibiz, ça fait bientôt 20 ans que je fais du cosplay, je suis désolée. Et aujourd'hui, avec Gabi et Alice, on va vous parler un petit peu de tout ça. Donc, on va vous parler de nos propres expériences. On a préparé quelques diapositives pour soulever un peu des points sur tout ça. Et bien sûr, on vous laissera poser toutes les questions, faire toutes les remarques que vous voulez, parce que c'est beaucoup plus sympa quand on peut vraiment échanger. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Sinon, je parle assez fort. Donc, comme je disais, moi c'est Chibiz, Anne dans la vraie vie. J'ai 37 ans, je fais du cosplay depuis bientôt 20 ans. J'avais déjà fait cette conférence il y a à peu près 8 ans et c'est intéressant de voir justement si ça avait un peu évolué par rapport à l'époque et maintenant. Je pourrais vous en parler aussi tout à l'heure. Et dans la vraie vie, je suis en charge de la communication scientifique pour un institut de recherche sur les maladies génétiques à Paris. Je le précise parce que je considère que c'est très important d'être quelqu'un de multifacette. Généralement, le boulot est quand même quelque chose qui vous prend énormément de temps dans la vie de tous les jours. Ça n'empêche absolument pas d'avoir des passions, comme le cosplay. Et je dis toujours qu'au contraire, il faut savoir enrichir l'un avec l'autre et inversement. Gaël, est-ce que tu viens de présenter? Alors moi c'est Galou, Gaël en vrai. Alors j'ai pas compté les années, mais j'ai 35 ans, j'en fais depuis que j'ai 18 ans. Je sais pas. Voilà. Moi je travaille à Cultura. C'est moins prestigieux, mais voilà, c'est un peu bisextile aussi. Et, je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus pour présenter là. On verra après, et puis on finit les présentations et puis on parlera des expériences de chacun. Donc enchantée, je suis Alice, je fais du cosplay depuis 9 ans et j'ai 27 ans. Au niveau de mon expérience professionnelle, je vais vous dire un gros mot, je suis chef de projet SEO. Donc pour vous expliquer rapidement, quand vous allez sur internet et que vous mettez des mots-clés, par exemple wig, et bien vous avez des sites internet qui remontent, c'est pas mon métier, c'est qui remontent en premier, c'est une sorte d'informatique. Et aussi, vous savez, les petits cookies en bas du site, c'est mon métier aussi. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on a tous des parcours très différents, pourtant on a une chose en commun, le cosplay. En l'occurrence, on s'est rencontrés via le cosplay parce qu'on est dans des domaines professionnels très différents. On n'aurait pas forcément eu beaucoup d'occasions de se rencontrer. Question qui fâche, tout le monde dans la salle sait ce que c'est que le cosplay? Ou est-ce qu'on a besoin de redonner une définition? Est-ce que les gens qui ne sont pas en cosplay aujourd'hui ont déjà eu l'occasion de porter un cosplay, de pratiquer le cosplay? Ou est-ce que... Non? Oui, je vois un peu toutes les réponses. Voilà. On va juste quand même redire un tout petit peu. Donc effectivement, le cosplay, à la base, la définition sur Wikipédia, le mot valise composé des mots costume et playing, qui a à la fois la partie vraiment costume et la partie acting pour incarner le personnage. On avait aussi demandé un petit peu aux cosplayers eux-mêmes comment ils le définissaient. Donc on a une activité qui consiste à reproduire des personnages fictifs, à la fois par le design et par le roleplay. On est quand même sur des définitions qui sont très très proches. Mais c'est intéressant aussi de voir que souvent les cosplayers eux-mêmes vont un petit peu plus dans le détail parce qu'ils parlent du fait qu'on n'est pas obligé de faire son costume soi-même. Ça peut inclure la fabrication du costume. Il y a la partie théâtre amateur. Il y a le fait d'aller justement dans une séance photo et autres. Donc on a cette approche aussi globale, à la fois sur le costume et sur le play. Et en même temps des tas de mots qui sont intéressants parce qu'on parle justement de théâtre, de prestations scéniques, de réalisation du costume. Donc on a vraiment tous les différents niveaux, ce qui montre la richesse du cosplay. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu justement par les gens qui ne pratiquent pas le cosplay, d'avoir quelque chose, une activité qui soit aussi complète et aussi riche en termes d'apprentissage, de rencontres. Comme vous pouvez le voir, c'est aussi un... Non, voilà, on peut être cosplayer, on peut être staff, on peut avoir énormément de choses à faire dans une convention. Les filles, moi je voulais vous demander, donc est-ce que dans vos cercles personnels, familiales et professionnels, vous avez déjà eu l'occasion de poser la question, enfin de dire à des gens qui ne connaissaient pas forcément le cosplay, que vous pratiquiez le cosplay et comment ils ont réagi? Comment dire?
je ne vais pas dire qu'on ne m'a pas soutenu au niveau de ma famille, mais concrètement, mon père trouvait que ça ne servait à rien. Il ne voyait pas l'intérêt, donc je ne vais pas dire qu'il ne me soutenait pas, mais disons que quand je lui montrais que j'avais gagné un concours, il me disait ouais, et donc, t'as gagné quoi? Ben, j'ai gagné des goodies, ouais, mais ça n'importe quoi, tu ne peux pas faire autre chose. Donc c'est vrai que je ne vais pas dire que j'ai pas été trop soutenue, parce que je sais qu'il y en a qui sont plus hard, mais c'est vrai qu'au niveau de mon père, ça a été ça. Ma maman, elle adore. Elle y comprend rien, mais elle adore. J'ai réussi à embarquer ma petite sœur avec moi. D'ailleurs, l'année dernière, j'étais très fière. Il y a 2 ans, j'ai pu l'emmener avec moi sur le show qu'on fait avec les Alice, donc j'étais super contente. Par contre, c'est vrai qu'en général, au niveau du boulot, après ça va parce que je travaille dans une structure, la Cultura, où il y a beaucoup de gens qui sont dans la création et tout, donc il n'y a pas de problème. Mais en général, quand je dis que je fais du cosplay, déjà j'ai la fameuse relation, le quoi? Et quand j'explique, ah tu te déguises, ah c'est pour le fameux, j'y ai droit, ah mais tu ne veux pas grandir, c'est pour les gamins. C'est vrai qu'avant j'étais pompier, et je peux vous garantir que je n'ai jamais donné mon nom au cosplay, de Facebook, tout ça, je cachais mes photos parce que je savais que derrière, voilà, c'est un truc de gamin, c'est tout ça. Et le plus drôle, c'est que j'ai découvert des potes en convention de pompiers qui me disaient surtout tu dis rien, tu ne dis pas que j'étais là. Donc c'est vrai que dans certains, en tout cas moi personnellement, dans certains milieux, c'était un peu, fallait pas trop le dire parce que c'est vraiment un truc de gamin. Et pour ma part, pareil, beaucoup de réactions curieuses. Justement, c'est la petite attraction exotique de la journée. Comme encore aujourd'hui au travail, ils aiment bien dire alors, qu'est-ce que tu fais? Tu me montres un peu ce que tu fais en ce moment, un peu en mode curieux. Alors, on a un peu plus de bienveillance. En même temps, je travaille dans le domaine du camping, donc ça passe peut-être plus facilement, mais c'est toujours au début de l'incompréhension, ils ne savent pas trop ce que c'est. Et notamment au niveau de mon secteur, quand j'étais étudiante, c'était souvent écrit dans mon CV, donc on me posait la question et on allait se dire quand les examinateurs ils sont venus en disant ah tu te déguises? Ah d'accord, tu es Pikachu? Oui, et alors? Où est le problème? C'est pas évident et pourtant, quel est le mal? Dire, on a tout type de sport, de hobby, et bien qu'ils font du ping-pong acrobatique, on leur dit rien. Il faut savoir que la fille de Titi fait de la danse acrobatique et je ne voudrais pas être le partenaire. Bonjour. Et ben moi je vais compléter. Alors, étonnamment, moi je pense que justement, évoluant dans un milieu qui est naturellement assez curieux, parce que dans la recherche scientifique, globalement les gens sont très ouverts d'esprit. J'ai jamais caché que je faisais du cosplay, ni au cours de mes études en labo de recherche, ni par la suite dans les instituts de recherche pour lesquels j'ai travaillé. Et en plus de ça, j'ai la chance d'avoir une famille qui est très ouverte, qui est très à fond aussi sur tout ce qui est justement culture pop, culture geek. C'est mon père qui m'a initiée au roman science-fiction, donc voilà. Donc au contraire, j'ai toujours été complètement accompagnée, encouragée, et je dis que ma famille sont mes premiers fans dans le cosplay. Au boulot, j'ai toujours eu des réactions extrêmement positives et intéressées de gens qui étaient là, ah mais c'est génial, c'est cool, est-ce que je peux voir ce que tu fais, etc., etc. Mais il y a quand même eu régulièrement, et même maintenant, des gens qui disent ah oui, les déguisements. Alors, je les reprends en leur expliquant que non, on préfère nous utiliser le terme costume parce que, par exemple, ce que je dis souvent, c'est que quand on parle soit d'acteurs qui sont dans des films avec justement des costumes, que ce soit type Marvel ou à l'inverse des costumes historiques, on ne parle pas d'acteurs déguisés, on parle d'acteurs en costume, même chose pour les pièces de théâtre. Et que donc nous, on utilise ça parce que le terme déguisement, en tout cas en français, a souvent un petit côté péjoratif et justement infantilisant. Globalement, une fois qu'on explique tranquillement, ça passe très bien et tout le monde fait attention à ça. En plus, j'ai la chance d'avoir un collègue qui lui fait de la reconstitution historique, donc on fait tous les deux et en expliquant ça. Donc il y a cet aspect quand même effectivement très vision, c'est pour les enfants le cosplay, qui reste un petit peu ancré justement dans ce regard des gens qui voient d'abord le costume, mais pas forcément tout ce qu'il y a autour. C'est toujours un petit peu compliqué, mais je trouve quand même, comme on disait, que par rapport à il y a 8 ans, le regard a un petit peu évolué, et notamment le mot cosplay est vraiment quelque chose qui commence à s'intégrer dans la vie quotidienne, parce que de plus en plus, quand on dit
dit je fais du cosplay directement et non pas je fais des costumes. Là où il y a encore 10 ans, oui, il y avait beaucoup de gens qui étaient là, du quoi, du cosplay. Moi, de plus en plus, les gens disent ah oui, j'en ai entendu parler. Et l'exemple que je donne aussi, c'est qu'il y a un an et quelques à peu près, j'étais en train de faire une séance photo dans la forêt du côté de l'île où j'habite, donc vraiment au milieu de nulle part. On a un couple, un homme et une femme d'une cinquantaine d'années, je pense, qui passent, et c'est lui qui voit et qui fait « Oh, une cosplayeuse !» Monsieur, je vous tire mon chapeau, rien que pour connaître l'activité, connaître le mot et l'utiliser à bon escient. Donc voilà, c'était la surprise, et c'était très très bien. Et donc voilà. Et donc, vous le savez un petit peu, mais où est-ce qu'on trouve des cosplayers, justement? En séance photo, comme on disait, en convention, comme vous pouvez voir aujourd'hui certains d'entre nous et autres. Dans les salles de bain, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas forcément le faire à l'extérieur parce que justement ils ne se sentent pas encore assez assurés pour pouvoir s'afficher. Et souvent, en même temps, et justement avec le Covid et les confinements, les gens qui le pratiquaient un petit peu dans leur intimité ont commencé à l'afficher beaucoup sur les réseaux sociaux. On a eu, à un moment, on parlait un petit peu de l'essor d'une génération de cosplayers sur TikTok, beaucoup. Avant ça, il y avait eu Instagram quand même énormément. Voilà, c'est quand même des choses qui se développent et qui continuent à être là. Et on en trouve aussi de plus en plus dans la vie professionnelle, dans le cadre professionnel, parce que le cosplay s'intègre aussi progressivement dans tous les aspects vraiment de la vie professionnelle, notamment parce qu'il y a un essor de la culture pop avec le développement des jeux vidéo, le développement justement de tout ce qui va être manga, BD, etc. etc. Les sujets et les thèmes des films, et je parlais tout à l'heure justement des films Marvel et tout ce qui est films de super-héros, on a vraiment cet essor de la culture geek qui s'intègre progressivement au même niveau que beaucoup d'autres aspects. Donc voilà, le point commun entre toutes ces situations où on peut retrouver des cosplayers, c'est que le cosplayer, par définition, on va se montrer. On va se montrer parce qu'on veut montrer, on a fait son costume. On veut montrer son costume, ou alors on veut montrer au contraire le côté plus acting. On va acheter, on veut réaliser son costume et on veut justement incarner aussi la partie play du cosplay. Donc il y a toujours cette finalité qui est de montrer un petit peu son costume, et ça veut dire quand même qu'il faut justement affronter le regard des non-cosplayers et par définition se faire juger. Oui, c'est une référence à Danse avec les stars. Hier, il paraît qu'il y avait la finale, j'ai jamais regardé la version française, la version américaine est beaucoup mieux. Voilà. Mais donc, forcément, qui dit cosplay, dit si vous le pratiquez, vous allez être confronté au regard des autres et au jugement, comme on a pu un petit peu vous l'expliquer par nos expériences précédentes. Si vous avez des questions ou des remarques en cours de route, n'hésitez pas, hein, c'est plus sympa quand vraiment il y a des échanges. Vas-y! Non, c'était pour leur dire de lever. Donc, comme on le disait, voilà, on se montre, on a un petit peu expliqué. Et moi, j'ai préparé donc par la suite un petit peu des explications sur deux des points, on va dire, négatifs dans le regard des autres qu'on vous a cités là notamment. Le premier, c'est le fait que c'est encore considéré beaucoup comme un loisir puéril. Il y a 20 ans, il y avait effectivement beaucoup de reportages télé ou des articles dans les journaux imprimés qui traitaient le cosplay effectivement vraiment comme un truc pour le fameux les adolescents, les enfants qui ont syndrome de Peter Pan qui ne veulent pas grandir. Toujours effectivement cette utilisation de déguisement avec ce côté infantilisant, voire péjoratif. Et le fait qu'il y a encore beaucoup de gens qui disent les BD, ou en tout cas tout ce qui est image, c'est pour les enfants. Donc forcément, les comics, les mangas, même la BD franco-belge, c'est pour les enfants, alors qu'on voit bien, et notamment, je ne sais pas si certains d'entre vous lisent des webtoons, il y a des sujets qui deviennent de plus en plus importants, de plus en plus bien présentés justement, avec des scénarios et des réflexions qui sont introduites par les histoires qui sont absolument bluffants. Et maintenant, tout ce qui est justement support image, sur ces différentes formes, deviennent quelque chose qui sont absolument géniaux et certainement pas systématiquement pour les enfants. Sur la version animée, je pense justement au film Ghibli, que certains d'entre vous doivent connaître. Moi, je me rappelle avoir été voir, je crois que c'était Arrietty qui était sorti le jour de mon anniversaire. J'étais déjà adulte, mais j'avais traîné mes parents en disant je voudrais le voir parce que j'avais un film Ghibli.
Et on passe à la caisse pour prendre les billets. Il y avait, pareil, un couple avec leur enfant qui lui doit avoir plutôt 7 ans et qui demande à la caisse: ah oui, c'est un truc d'animation, c'est pour les enfants, donc c'est bon, je peux lui prendre un billet. Bah monsieur, c'est un film qui va être quand même en VO japonais, je sais pas si votre enfant de 7 ans il va lire les sous-titres. Et aussi, quand on connaît justement les films Ghibli, même s'il y a différents niveaux de lecture, c'est pas forcément toujours pour les enfants. Donc il y a quand même encore cette vision dans la société. Elle dit beaucoup, je sais pas si vous allez un peu au cinéma, mais des fois ils repassent les Disney. Et je suis allée voir récemment le livre de la jungle et on était plusieurs de mon âge à venir. Et le monsieur nous a demandé pourquoi on est là, c'est pour les enfants ça. Alors non, c'est un Disney qui a bercé notre enfance et c'est bien. Et croyez-le ou non, j'ai déjà sauvé une vie grâce à un Disney. J'étais allée sur une intervention où j'étais pompier, on nous a appelé pour quelqu'un qui accouchait, c'était une chienne, non pas une humaine, et un des toutous ne marchait, ne respirait pas. Et j'ai essayé la technique des 101 dalmatiens, et le toutou est revenu à la vie. Et quand on m'a dit à quand, les 101 dalmatiens les gars. Il n'y a pas que des. Enfin voilà, mais après je sais que c'est compliqué quand même d'un moment parce que je. Comme le film Barbie aussi, c'est plus dessiné en fait. Exactement. Mais c'est vrai quand on en parle, je suis honnête, pareil, je pense que surtout un film Barbie, j'aurais emmené ma fille. C'est ça. Il y en a qui ont amené des enfants de 4 ans, mais c'est Exactement. Et en fait, c'est un peu. Enfin, moi je sais que j'ai un peu du mal dans le sens où en fait je ressens une sorte d'un peu d'injustice dans le sens où elle est un peu marre de ce jugement de mais qu'est-ce que je fais de mal en fait. Ouais, j'aime les Disney, j'aime lire des mangas, des BD, de sujets différents. Je fais rien de mal et d'un côté, ouais, je veux pas grandir, ben si, je paye des impôts, je paye des factures, je travaille, donc j'ai grandi. c'est un plaisir, c'est Exactement. C'est exactement. Et on a eu cette discussion-là justement pendant la conférence hier et ce matin même encore sur le fait que c'est pas parce que vous regardez des films, des séries, que vous jouez à des jeux vidéo que ça ne vous apporte pas quelque chose, que vous apprenez concrètement. En tout cas, je pense que c'est un apport, un enrichissement. Exactement. On est plus ouvert en fait. Voilà. Et c'est réussir à faire passer ce message-là à des gens qui n'ont pas encore perçu, je pense que ça peut être une richesse pour tout le monde. Donc, surtout qu'il faut revoir les choses. J'avais un professeur et c'est vrai, en fait, on était une classe où on était voilà. Et en fait, il nous a fait faire des cours et en fait, il nous montrait les cinématiques de Medal of Honor et de Call of Duty, parce que les cinématiques parlaient justement de l'histoire. Et en fait, comme on était tous waouh! Et bien en fait, on a beaucoup plus appris le fait de voir un côté jeu vidéo, un truc qu'on aimait bien. Je dis pas qu'il faisait pas bien les cours, mais c'est vrai que, mais bon, ensuite, jeux vidéo, c'est toujours partir dans un cliché alors que. Tu citais les films Disney aussi, et je pense à Vice Versa, qui est sorti il y a quelques années, il y a le 2 là qui va passer bientôt avec les émotions d'une jeune fille qui sont représentées par la voix de 10 personnages. Il y a des témoignages effectivement d'assistants sociaux et de psychologues pour enfants qui disent qu'ils utilisent ce film parce que justement c'est extrêmement bien construit pour expliquer la difficulté d'appréhender ses sentiments, notamment pour les enfants. Donc là aussi, c'est des choses qui sont bien construites. On parle aussi souvent, l'animation, la série d'animation Avatar, le dernier maître de l'air, je sais qu'elle avait été saluée aussi parce qu'en fait, les animateurs s'étaient énormément entourés de physiciens pour être sûr de reproduire fidèlement à la vie réelle les mouvements, notamment de certains types de vêtements et de tissus par rapport au mouvement du vent et des choses comme ça. Et il y a énormément de films où ils vont consulter des spécialistes scientifiques dans différents domaines pour être sûr d'avoir des bonnes notions qui sont incluses dans leur histoire. C'est exactement ça. Je ne veux pas prendre l'ambiance, mais quand j'ai perdu mon papa, il y a ma petite sœur qui était beaucoup moins triste que nous. Et elle m'a dit clairement, j'ai vu Coco et je sais qu'il est pas loin et que si je ne le dis pas, il est là. Et elle m'a tuée. Mais en attendant, j'étais quand même contente que ma petite sœur prenne le deuil aussi facilement du fait que dans justement ce film d'animation que j'ai adoré, expliquer que à leur manière qu'au final, ils sont toujours là et que c'est vrai que c'était... Merci Disney. Ça me fait plaisir. C'est vrai que les œuvres de la pop culture, on ne se rend pas compte, mais en fait c'est vraiment un accompagnement au quotidien. Et au final, qu'est-ce qui dérange vraiment? C'est juste que l'accompagnement, il est ludique et il est rempli de positif justement. Et ça permet d'avoir la vie de façon un peu plus fun. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on est déconnecté à la vie. On peut toujours rester présent, avoir les sens de responsabilité, mais avec un petit côté justement plus plaisant. Parce qu'après tout, ça fait un peu partie du sens de la vie de trouver le bonheur, s'amuser, se régaler. Ce serait bien
sauver les chiens. Voilà. Donc, conclusion, est-ce que c'est un loisir puéril? Non. Et l'exemple que je donne généralement, c'est qu'effectivement, vous avez toutes ces magnifiques actrices, parce que ne nous cachons pas la vérité, les cosplayers sont principalement des cosplayeuses, c'est quand même une activité qui est pratiquée beaucoup plus par les femmes que par les hommes. Alors, c'est les âges auxquels elles ont incarné les différents personnages, et donc, comme on disait tout à l'heure, personnages de la culture geek, de la culture populaire, qu'on a pu voir dans des films ces dernières années. Vous voyez qu'en moyenne, l'âge n'est pas tourné vers l'enfance, mais plutôt plus âgé. Voilà. Je serai la première à aller m'agenouiller devant Maggie Smith en McGonagall, hors de son costume de McGonagall, parce que c'est un personnage qui est extrêmement intéressant sur son comportement, sur la richesse et sur l'accompagnement qu'elle représente vis-à-vis des personnages principaux dans les Harry Potter. Et en même temps, l'actrice est absolument géniale et dit qu'elle-même, elle a pris beaucoup de plaisir à incarner ce personnage pendant tout le tournage de la série. Donc, clairement, c'est pas parce que vous portez un costume, un déguisement, c'est pas parce que vous portez un costume que vous êtes un grand enfant qui refuse de grandir. Et en plus de ça, l'exemple qu'on donne, c'est que le cosplay en France, c'est arrivé donc à la fin des années 90 à peu près. Avant ça, le cosplay, je rappelle que c'est quand même d'origine américaine, pas japonaise, que c'est apparu dans les années 50, si je ne dis pas de bêtises, suite à la sortie notamment des Star Trek et des Star Wars. C'est arrivé en France en passant par le Japon. Mais donc, qui dit années 90, les premières personnes en France à avoir cosplayé à peu près à cette période-là, on a largement eu le temps d'avoir des enfants qui ont eux-mêmes grandi et qui commencent à pratiquer le cosplay. Vous pouvez aussi avoir l'inverse, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui sont plutôt entre deux, qui vont entraîner leur famille, et généralement plutôt justement leurs aïeux. Je vous présente donc en l'occurrence ma petite sœur et ma maman. Voilà. Comme je vous disais, effectivement, ils me soutiennent énormément et c'est important parce qu'il y a aussi cette ouverture d'esprit et qu'eux-mêmes comprennent à la fois ce que moi ça m'apporte, mais aussi ce que eux ça pourrait leur apporter. Et ça peut même aller un petit peu plus loin parce que je vous présente moi, ma maman et ma mamie. Voilà. Ça, c'est la classe. C'est la classe à la base. C'est ça, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va amener beaucoup plus de tolérance. Et cette tolérance, elle va sortir hors du cosplay et elle va pouvoir se toucher partout. Mais donc, il n'y a pas ce côté, justement, c'est pas strictement pour les enfants, c'est la manière dont vous l'appréhendez qui va en faire la richesse. Et c'est aussi à vous, cosplayers, d'essayer de convaincre les gens de ça, de savoir regarder un petit peu au-delà des œillères qui peuvent s'être eux-mêmes infligés, ou en tout cas parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'être confrontés à cette réflexion. Surtout que ça crée des bons moments. Moi, perso, j'ai appris à coudre avec ma mamie. Justement, j'ai dit, veux faire des costumes, ma mamie, et c'est parti. C'est ça. Moi, c'est l'inverse maintenant. C'est ma maman qui me demande de raccommoder ses vêtements. Généralement, je lui dis non. Je ne fais les ourlets de pantalon que pour ma grand-mère. Non. Et en plus de ça, les discussions qu'on avait, c'est qu'il peut y avoir, on peut comprendre justement pour les parents qui se disent ah mais mon enfant veut se lancer dans le cosplay, une angoisse de rater sa vie parce que justement eux n'arrivent pas encore à se détacher de cette vision extrêmement puérile de cette activité. Parce qu'ils se disent on va être jugé justement par la société, c'est ridicule, c'est pas sérieux, etc., etc. Alors que justement, on l'a montré déjà un petit peu, le cosplay c'est vraiment une richesse, une source d'opportunités et de compétences. Et donc l'exemple, alors on vous donnait justement des exemples sur mon profession tout à l'heure. Moi, comme je vous disais, j'ai quand même fait d'assez grandes études puisque j'ai un doctorat. Voilà, pour vous donner une idée, c'est Bac+8, c'est considéré comme le plus haut diplôme que vous pouvez obtenir dans le cursus universitaire. Je suis chargée de communication scientifique et j'ai tendance à dire qu'une de mes plus grandes fiertés, c'est d'avoir l'occasion de discuter et de travailler avec des prix Nobel. Voilà. Donc, on va faire un petit peu plus sérieux que ça, quoi. Donc, voilà. Et pourtant, j'ai tendance à mettre effectivement sur mon CV des compétences que j'estime avoir développées par le cosplay et non pas par ma formation universitaire et ma formation scolaire. Généralement, je mets toujours que je suis tout à fait capable de planifier et d'élaborer plusieurs projets en parallèle avec des deadlines plus ou moins proches et tout, parce que ça, j'ai appris en m'occupant justement et en fabriquant des costumes pour des conventions qui étaient plus ou moins espacées dans le temps et qui demandaient plus ou moins d'implication justement pour la réalisation des détails. En plus de ça, ça peut être aussi des hard skills
du genre justement le montage audio et vidéo quand on préparait vos prestats cosplay. Et c'était ce que je disais tout à l'heure, le premier boulot que j'ai fait juste après ma thèse, le premier boulot que j'ai obtenu, ce qui a fait la différence quand j'ai fait mes entretiens, c'était que je savais faire un petit peu de montage audio et vidéo, ce que ne savaient pas faire les autres candidats, et donc forcément, ils m'ont choisi pour ça. J'avais le même bagage scientifique de base, et pourtant, moi, grâce à cette compétence que j'avais développée par le cosplay, ça a fait toute la différence. Et je le disais tout à l'heure, il y a quelques mois, j'animais un atelier justement pour des jeunes chercheurs en fin de thèse et qui se posent des questions sur la suite. Mon discours a été justement, ne vous arrêtez pas uniquement à votre domaine professionnel et à votre sphère professionnelle. Ayez des passions, apprenez des choses de l'extérieur parce que ça va venir vous enrichir dans vos compétences professionnelles et à l'inverse, ce que vous avez appris dans le laboratoire, là en l'occurrence, vous pouvez l'appliquer à vos passions. Justement, parce que j'ai un peu l'habitude de manipuler des produits chimiques et de faire des tas de patouilles et des choses comme ça, moi, une de mes spécialités en cosplay, c'est tout ce qui est teinture. Parce que j'ai la patience et que je sais que si je fais varier légèrement la concentration de la teinture et ou le temps et ou la température, je vais pouvoir avoir une gamme de couleurs très diverses, ce que tout le monde n'appréhende pas forcément parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'être confrontés à des choses comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un embryon de tout ça et qu'il faut absolument s'acheter tout ça. On peut avoir d'autres compétences qui ne sont pas forcément manuelles aussi, qui peuvent se mêler dans le monde du cosplay. Par exemple, pour ceux qui ont eu des formations de commercial et qui font des concours cosplay, là, pour vendre leurs costumes, ils vont avoir un avantage énorme. Mais ce qui est intéressant, c'est ceux qui, justement, n'avaient pas ce bagage, pourront l'avoir et lors de leurs entretiens, forcément plus facilement. Puis aussi, le cosplay, c'est apprendre à se faire confiance et s'accepter soi-même et justement être capable de s'assumer et d'être soi en fait et d'être capable de dire moi je suis moi-même donc justement j'ai le droit d'exister comme les autres et c'est pas une raison pour me laisser me marcher dessus en fait. Tu sais aussi que moi quand j'ai postulé là il y a longtemps, donc moi je suis clinicienne chimiste et le cosplay c'est quelque chose aussi qui m'a été approuvé lors de mon entretien d'embauche que j'avais de la rigueur parce que pour pouvoir créer le costume, faire les costumes propres, tenir comme on disait des deadlines, j'avais été ouvert à l'entretien d'embauche. J'avais une rigueur dans le costume à respecter et comme j'étais tout à la sortie des études, j'avais un CV comme tout le monde parce qu'on n'a pas énormément de bagage à ce moment-là. Et en fait, avoir le cosplay en plus dans mon CV, c'est ce qui a fait la différence aussi avec les autres participants pour faire embaucher à ce moment-là. Chers participants, participantes, votre attention s'il vous plaît, nous vous annonçons l'animation d'Ayami Michel en scène principale. Rendez-vous au 3e étage, merci. Ah mais je rigolais. Non, il y a mes enfants qui sont. Ah bah d'accord. Je peux les voir. Vous voulez présenter? Ah bah super, avec plaisir. Et comme je leur expliquais juste avant la conférence, nous on avait fait une étude au niveau des pompiers qui ont montré que ceux qui jouent aux jeux vidéo étaient les plus calmes. Et justement sur certaines interventions, on était appelés en priorité parce que nous on arrivait à vraiment garder notre sang-froid, tout ça. Et c'est vrai que personnellement à Cultura, c'est parce que je fais du cosplay qu'ils m'ont pris. Et je suis vraiment comme un poisson dans l'eau parce que à chaque fois, c'est quoi comme matos, il y a un cosplay, je te demande ça. C'est vrai que je suis. Moi, je sais qu'effectivement, c'est pareil, par la couture, par la manipulation de petites pièces, des choses comme ça, j'avais une dextérité pour faire certaines manips au laboratoire que n'avaient pas mes collègues. Donc, souvent, on me demandait de faire des choses qu'ils n'arrivaient pas parce que c'était un petit peu trop fin à faire et j'étais la seule à réussir. Voilà. Mais après, comme je le disais, moi, ça m'a aidé aussi au niveau de ma timidité. On dirait pas, mais je suis extrêmement timide de base. Mais le fait de monter sur scène, le fait de rencontrer des gens, d'être obligée de parler de mon costume, c'est ce qui a fait que maintenant je suis beaucoup plus à l'aise au niveau du commerce, que je peux vendre n'importe quoi. Et que ça, c'est merveilleux quoi. Et ça peut aller jusqu'à l'apprentissage de la langue, parce que je sais que j'ai appris à parler anglais plus pour les aspects études, mais j'ai aussi l'occasion encore de beaucoup pratiquer avec la communauté cosplay internationale. Donc il y a vraiment tout ça, tous ces aspects qui sont extrêmement intéressants, que vous êtes apportés via le cosplay, que vous pouvez ensuite appliquer sur plein d'autres aspects de votre vie. Je suis enseignante au collège, donc j'ai monté un club cosplay pendant une année. Et ça a permis aux gamins, c'est de 11 à 14, 15, ça a permis aux gamins d'avoir confiance en eux, de prendre leur autonomie, confiance en eux, de trouver des solutions pour leurs problèmes et de partager. Et ça, c'est pas quelque chose qui est toujours applicable au collège. Des fois, c'est très difficile la communication entre eux. Être geek, des fois, c'est compliqué parce qu'on se fait mettre au bande du collège.
mais ça leur a permis de trouver un cocon, parce que ça permet aussi de trouver des gens qui sont un peu comme nous. Et surtout d'avoir un regard bienveillant sur une passion qui est considérée encore comme puérile, alors que eux, c'est clairement leur tranche d'âge pour accéder à ce moment de leur vie sur le cosplay. Donc non, finalement, ça apporte beaucoup de choses, que ce soit au début de leur création, de leur création d'eux, hein, jusqu'à aujourd'hui en tant qu'adultes, ça nous apporte quoi, de faire des choses. Au-delà de ça, en plus, on sait et on voit de plus en plus, le cosplay lui-même peut être une source de business et d'opportunités professionnelles, parce qu'on a pu voir que maintenant, il y a de plus en plus de cosplayers qui vont développer soit leur ligne justement de produits ou en tout cas d'objets d'aide au cosplay. Ça peut être soit des props qui vont être préparés ou faits entièrement, ça peut être justement des patrons, ça peut être des guides, des livres avec des tutoriels, ou encore avoir justement des commerces qui vont produire des costumes complets, justement des commissions, ou encore même utiliser vraiment votre propre personne et votre propre personnel cosplayer, parce qu'on a des studios de jeux vidéo qui vont demander à des cosplayers plus ou moins connus d'incarner certains de leurs personnages pour faire la promotion de leurs jeux vidéo grâce au cosplay. Tout à l'heure, tu citais aussi l'exemple de Mask Singer. Oui, c'est bon. Tout le monde connaît l'émission Mask Singer? Ça vous parle? Eh ben, la première saison, ils faisaient appel à des couturiers. Là maintenant, plus la moitié des costumes, c'est des costumes qui sont faits. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que j'ai vu quelques têtes qui disaient, voilà, c'est une émission de télé-réalité où en fait ils mettent des célébrités cachées sur des costumes intégrales qui les camouflent complètement, en plus ils modifient la voix. Ces célébrités chantent et juste à la voix et à la démarche, le jury doit essayer d'identifier la célébrité. Donc il faut vraiment que ce soit des choses qui soient complètement camouflantes et aussi qui modifient un petit peu la corpulence. Parce que si on voit que c'est quelqu'un qui est fin comme pas possible, on se dit bah ça va pas être un bodybuilder quoi. Donc, voilà. Puis au niveau de l'esthétisme aussi, l'esthétisme ça peut rajouter quelque chose de sympa. C'est beau, c'est original. C'était il y a 2 ans, c'était un Lou Steampunk qui avait gagné. Qui était justement fait par une cosplayeuse, si je ne dis pas de bêtises, et vers Marseille. Donc le cosplay est là, on ne s'en rend pas compte, mais il est vraiment présent. Nous sommes parmi vous. On est gentil. Donc ça c'est vraiment sur la partie effectivement puérilité. L'un des autres points dont on voulait un petit peu parler, plus en venant en arrière sur l'aspect, le fait de se montrer s'expose à des critiques, et là c'est peut-être aussi plus sur s'il y a des gens qui hésitent à se lancer dans le cosplay, quels conseils et quels encouragements on peut donner pour aller au-delà justement de cette angoisse des critiques. Un terme récurrent dont on entend parler, c'est le body shaming. Donc, littéralement, le body shaming, c'est donner la honte de son propre corps à quelqu'un en le critiquant. Et justement, le fait de se montrer, ça veut dire que si vous ne correspondez pas au canon de beauté physique, il y a plein de gens extrêmement mal intentionnés et surtout complètement stupides qui vont se permettre de vous faire des critiques. Je suis absolument pas taille mannequin et je me sens très bien dans ma peau. Donc moi, je sais que j'ai pas trop de soucis à encaisser ça, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde, justement parce qu'il peut y avoir un manque de confiance en soi, une dysmorphie de corps, etc., etc. Et donc, ce sont des sujets qu'il faut honnêtement, dont il faut vraiment parler, qu'il faut accepter, mais qu'il est possible justement de surmonter si c'est quelque chose qui nous bloque dans la pratique du cosplay. L'exemple que je donne, c'est que voilà, donc vous avez 2 personnages issus de manga, du Crossolic, donc les studios Clamp pour ceux qui connaissent, et du One Piece. Je pense que beaucoup de gens connaissent. C'est des personnages alors, qui correspondent au niveau du style du dessin à leur créateur, mais il faut être honnête, je pense qu'en termes de morphologie réelle, on se rapproche beaucoup plus, on parlait justement de Barbie de tout à l'heure. La petite scientifique que je suis va vous expliquer que Barbie est physiologiquement absolument impossible. Là, c'est écrit en trop petit, mais pour vous donner un exemple, effectivement, le coût moyen d'une Barbie est beaucoup trop étroit en circonférence. Si quelqu'un humainement avait un cou à peu près de ce diamètre-là, le poids de la tête ferait que... Voilà. Donc, ne cherchez pas à avoir des proportions barbiesques, même si Barbie est en train de revenir un petit peu justement sur ce qu'ils avaient établi pendant les premières décennies d'existence, puisque maintenant il y a des Barbies avec justement des morphologies différentes de ce qu'il y a eu pendant très longtemps. Ce qui est très bien parce que justement ça aide les gens à aller au-delà de cette esthétique et cette idée du corps parfait qui est juste absolument
non naturel. C'est un dessin. C'est un dessin, mais la Barbie en plastique, justement, est physiologiquement invivable. Voilà. C'est pareil sur les pieds, c'est pareil effectivement sur les jambes qui sont trop longues et qui devraient se casser en fait sous le propre poids du corps, etc. etc. On a aussi l'exemple masculin. Voilà une magnifique représentation effectivement de Captain America, toujours des comics Marvel, mais si cette morphologie du dessin devait être appliquée effectivement au pauvre Chris Evans qui n'a pas demandé ça dans le premier film où on le voit torse nu, voilà ce que ça donnerait. J'ai beaucoup de respect pour Chris Evans, mais il y a des limites à tout. Donc il ne faut pas se fixer en se disant il faut absolument que j'ai une morphologie qui corresponde soit pour pratiquer le cosplay, soit en tout cas pour faire ce personnage-là, puisque dans la très grande majorité des cas, ce sont des physiques qui de toute façon ne sont pas viables. Dans ces cas-là, pourquoi se limiter? Pourquoi pas le faire? Puis autant ça va bien rendre, autant ça va vous plaire. Et puis surtout, est-ce que vous n'allez pas inspirer d'autres personnes qui au début n'osaient pas se lancer? Parce que c'est vrai, c'est important de voir d'autres personnes qui ont des morphologies différentes. Ça permet à chacun de trouver quelqu'un pour s'identifier. Parce que justement, nous, on est dans la vraie vie et on a des corps en fait normaux, qu'importe leur taille, qu'on soit grand, petit, mince ou justement un peu plus corpulent. C'est normal, il n'y a pas de mal. On peut faire justement cette activité et on pourrait être inclusif avec tout le monde. Là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire, là, je n'aurais pas le physique pour faire Barbie. Même à la base, pour faire ce personnage, je suis trop petite et un peu trop en mythe, mais c'est pas grave. On le fait quand même, on se régale. Et vous avez le problème? Il n'y a pas de problème, au contraire, ça va vous faire grandir, ça va vous faire accepter votre corps. Et en l'acceptant, d'autres personnes vont l'accepter aussi. Donc en fait, faisons ce cercle virtueux. Disons oui pour le corps naturel. Non, mais c'est important. Je pense que c'est un peu difficile parce que oui, c'est sûr qu'en soi on a raison et on a tous ce discours, mais je pense qu'on l'a toujours pour les autres et des fois on a du mal quand même à voir. Moi je sais que malheureusement j'ai eu cette vague par rapport à mon poids, par rapport à ma taille. Je dois me taire parce qu'il y a Yami Michel qui va faire je sais pas quoi. Je reparle, ça parle. Non, en gros, je l'ai subi énormément. Écoutez, j'étais grosse et c'était pas gentil. Chers participants, participantes, votre attention s'il vous plaît. Nous vous annonçons l'animation d'Ayami Michel en scène principale. Rendez-vous au 3e étage. Les célèbres TikTokers Widget sont au point dédicace actuellement. Ils vous attendent au 2e étage. Donc je vais replomber l'ambiance. Donc j'avais subi ça, mais c'est vrai qu'avec le recul, je l'avais très mal vécu, sincèrement. Surtout que je ne comprenais pas pourquoi on m'attaquait autant alors que j'avais rien fait de mal. Je voulais juste faire des cosplays qui me plaisaient. Mais après, ça en est devenu une force parce que pour ceux qui me connaissent, je fais beaucoup de prestats humoristiques. Et en fait, le truc, c'est que j'ai commencé à monter sur scène et j'ai commencé à avoir pas mal d'attaques sur mon poids. Et en fait, j'ai dit, bah, c'est bon, j'arrête la scène parce que j'en ai marre. Mais en fait, j'avais tellement envie de monter sur scène, j'ai dit comment je peux faire pour que les gens ne s'attardent plus sur moi, mais sur autre chose. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'humour, comme ça les gens s'attardaient plutôt sur mon humour que sur mon costume, que sur mon poids, que sur ma taille. Après, je vais pas mentir, je fais en général, j'essaye de faire des persos où je suis toujours un peu cachée, avec une cape ou avec un masque. De plus en plus, j'essaie de faire un effort, de me montrer, mais en général, j'essaie toujours, par exemple, ce soir pour le show, je fais Link, je me suis emmerdée à faire la cape parce que je n'étais pas à l'aise. Pourtant, ça ne changera rien, mais j'ai la cape. Je suis un peu cachée. Mais voilà, je sais que personnellement, j'ai encore du mal, ce serait mentir de dire que je fais quand même des cosplays que j'aime, mais ce serait vraiment être focus de dire que des fois, je dis non, je ne vais pas le faire parce que je vais avoir tellement marre, des fois, non, avec ma partenaire, elle est plus grande que moi, donc je vais avoir l'air con, donc non, je ne vais pas faire ça. Donc, voilà. C'est intéressant aussi niveau technique, c'est qu'on est obligé d'une manière ou d'une autre d'adapter en fonction de sa morphologie, sa culture, son caractère, etc. C'est une compétence en plus, hein, c'est de la. Mais alors, il y a plein de choses intéressantes justement qui viennent d'être dites. Je suis d'accord avec toi que c'est facile de donner des conseils. C'est pas du tout une obligation de prendre tout comme ça. Et c'est pas évident. C'est même parfois impossible pour certaines personnes qui n'arrivent jamais justement à rigoler tout ça. Ce qui est important, c'est justement de trouver comment se rendre cette pratique
agréable, justement en dépassant le regard des autres, de trouver ce qui toi te convient, de trouver ton confort et de trouver quelles sont les techniques justement qui te permettent de pratiquer ça sereinement et d'apprécier vraiment cette expérience. Je pense que c'est vraiment une des clés de la réussite pour une pratique du cosplay comme on devrait tous l'avoir. Mais le fait d'être aussi bien entouré m'a beaucoup aidé. Le fait d'ouvrir de plus en plus mon cercle d'amis de cosplayers et de voir, c'était en fait des gens qui étaient tous différents et de dire putain mais lui il le fait, mais en fait non, mais c'est bon, je me sens bien, je peux le faire et ça. Et c'est super cool d'avoir des bons copains dans le cosplay aussi. Je pense que ça aide aussi. Puis surtout pour continuer, quand on voit tout ça, est-ce que c'est pas le moment de se dire est-ce que je me fais confiance? Est-ce que je me donne une chance? Choisissez-vous et faites-le. Et pour rebondir sur ce que Milou disait, c'est vrai qu'effectivement il y a des questions de morphologie, il y a des questions de proportion. Moi je sais que justement je suis souvent plus attirée par les costumes de personnages et les personnages qui sont de séries télé et de films. Sauf que le gabarit moyen d'une actrice ou d'un acteur, parce que je fais aussi des cosplays hollywoodiens ou en tout cas à la mode et qu'on voit souvent justement dans les médias filmés, c'est pas vraiment ma morphologie. Donc quand j'essaie de reproduire le costume, ce qui m'importe plus, c'est d'avoir des proportions qui respectent justement l'esprit, le personnage, le costume, voire de chercher le détail qui va faire que c'est extrêmement ressemblant en allant jusqu'à la texture ou le motif qui sera le plus proche possible de la réalité. Parce que je sais que je n'aurai jamais exactement le même gabarit. Donc ça, c'est moi ce qui m'apporte du plaisir aussi d'avoir ça. L'un des exemples que j'ai, c'est que, je vous l'ai montré tout à l'heure, justement, il y a quelques temps, j'ai fait la tenue de Frigga, la maman de Thor et Loki dans les films de Marvel, qui a, très objectivement, beaucoup moins de poitrine que moi, sauf qu'elle a une armure qui, effectivement, est très très courte et qui est censée englober la totalité de la poitrine. Donc j'ai été obligée de rallonger légèrement l'armure pour pouvoir intégrer la totalité de ma poitrine à moi. Donc il faut savoir faire des concessions aussi, parce que c'est comme ça qu'on se fait plaisir et qu'on est quand même satisfait du travail qu'on fait. Et en plus de ça, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a quand même une évolution au niveau de la société globale des catégories. Le corps féminin idéal des années 90, des années 2000 et des années 2020 n'est pas du tout le même. Vous avez parfois sur internet des vidéos ou en tout cas des séries de photos de gens qui vous montrent l'évolution. Alors c'est souvent sur la mode, mais j'étais tombée sur pas essayé de trouver une ou deux justement séries de photos où vous voyez le corps parfait en 90, en 2000, en 2010, en 2020. En 90, généralement c'était effectivement ce qu'on appelait l'héroïne chic ou en tout cas les top modèles qui justement on avait l'impression qu'on leur soufflait dessus, les pauvres allaient se casser en deux parce qu'elles étaient extrêmement minces, voire maigres. Maintenant, à l'heure actuelle, on est dans une culture qui prône un petit peu plus justement les formes, la poitrine, les hanches. C'est au moins une chose de bien pour Kim Kardashian justement de s'afficher et d'être reconnue justement et connue pour ses formes. Et à côté de ça, il y a des tas de choses qui font que tout évolue et que rien n'est figé et qu'il faut savoir aussi l'embrasser. On a la culture drag aussi qui s'intègre et qui est de plus en plus en corrélation justement avec la culture geek, voire le cosplay. Et pour ceux qui ne savent pas, les drag queens, généralement, elles se badent, comme on dit, donc elles se mettent du entourage à des endroits stratégiques pour modifier aussi leur morphologie. Et ça, c'est des techniques en plus qu'on peut apporter au cosplay si on veut quand même essayer de jouer et avoir une morphologie qui se rapproche, par exemple, du personnage qu'on a décidé de cosplayer. Donc voilà, c'est un ensemble de choses, de petits conseils, de petites pistes qu'on voulait vous présenter et vous apporter aujourd'hui. On a résumé un petit peu sur comment être un cosplayer content et heureux et bien dans sa peau et tout ce qu'on veut. Mais à nouveau, ce ne sont que des conseils, vous n'êtes pas obligé de tout prendre au pied de la lettre, vous n'arriverez peut-être pas à tout prendre au pied de la lettre et à l'appliquer. Et c'est pas grave, chacun a sa vitesse et chacun a son rythme. Donc voilà, il faut toujours apprécier les cosplays que vous aimez. Et non pas ce que l'on n'aime pas. Si vous voyez quelqu'un qui fait un personnage que vous n'aimez pas, que vous trouvez mal fait, n'allez pas l'imiter. S'il vous plaît, restez sur vous, c'est surtout l'important parce qu'on voudrait que dans la communauté cosplay, ça soit quand même toujours effectivement la gentillesse qui prône. Et de manière générale, si ça pouvait s'appliquer à la société, ce serait formidable. Voilà. Et si, avec les 2 secondes, si on peut changer un problème sur le corps en 2 secondes, on peut le dire, comme j'ai un truc entre les dents. Par contre, si c'est pour dire t'as du ventre,
Je peux garder ça. Écoute, moi je retiens surtout une citation d'une Miss France d'il y a quelques années. J'aime ce truc. Elle avait dit si ce que vous avez à dire n'est ni beau ni bien, taisez-vous. Voilà, c'est faire ta gueule. Voilà, c'est ça. Donc si c'est pas beau, parce qu'effectivement c'est pas poétique et des choses comme ça, et que on n'arrive pas à le faire, ne le dites pas. Si c'est pas bien dans le sens de vous allez être récemment critique négativement vis-à-vis de quelqu'un, ferme ta gueule. C'est juste ça en fait. Soyez gentil de manière générale. Et donc c'est ça, si vous devez faire des commentaires à quelqu'un sur son cosplay ou de manière générale sur n'importe quoi, faites-le de manière toujours constructive. Vous pouvez arriver en disant ah, attention, il y a ça qui ne va pas dans le genre attention, par exemple, il y a ton tissu qui fait une petite poche à cet endroit-là. Là, c'est bien parce que c'est pour dire tu peux essayer de réajuster. Si c'est arrivé en disant ah, ben ton truc est dégueulasse, moi je l'aurais fait comme ça, non, je me suis dit non. Sauf si la personne vous l'a demandé. Mais dans ces cas-là, on n'est pas sur une dynamique, on n'est pas sur la même dynamique. Donc voilà. Comme on disait aussi, n'oubliez pas que les gens ont une vie en dehors du cosplay. Et ça, il faut aussi le prendre en compte parce qu'il y a des gens qui ne vont pas pouvoir appliquer le même temps pour la production de leur cosplay que d'autres. Et ça peut influencer justement sur la quantité de détails et ou les techniques que vous allez appliquer. Et ça, justement, c'est des choses qui vont donner une différence sur le produit fini, mais à nouveau, qu'il faut savoir prendre en compte. C'est pour ça qu'il ne faut pas se permettre des critiques en disant « Ah, mais ça, t'aurais dû y mettre plus de temps. » Il y a aussi une question de choix. Hein. On peut choisir justement de faire un costume, on va atterrir dans le dernier point, juste pour le plaisir, et d'autres pour avoir des objectifs avec un peu plus d'ambition. Mais c'est une question de choix. Si on n'a pas envie de passer beaucoup de temps et qu'on ne peut pas avoir de jolies finitions, ou alors quand vous juste acheter un costume placard et que bon mais tant pis, c'est pas exactement la même couleur, ça aurait pu mieux rendre si par exemple on avait cherché un modèle qui convenait mieux. C'est juste une question de choix et il n'y a pas de mal en fait, vous avez le droit, c'est votre droit. Il faut vraiment, enfin, je pense, comme la team, en mode vraiment positif, je pense qu'il faut qu'on se soutienne parce que comme je le dis, et c'est vrai que je trouve qu'on a tous une passion pour ça de oiseau. On perd du temps, de l'argent, de l'énergie, on fait des concours, on a mal à la tête, ça nous fait mal aux pieds. Et on adore revenir et tout. Donc si en plus on peut pas derrière avoir un peu de bienveillance, bah je préfère collectionner les talents, c'est moins compliqué. Et en même temps, tu vois, c'est la même chose pour beaucoup d'activités sportives. C'est ça. Tu y mets du temps, de l'argent, de l'énergie pour aller faire des compétitions que tu vas pas forcément gagner. Et souvent, par exemple, si tu dis oh, ben, je fais du curling, je sais pas si les gens connaissent le curling, c'est le truc où vous lancez le gros caillou sur la glace et que les gens balayent devant. Dit comme ça paraît pas très très sérieux non plus, et pourtant c'est quand même un sport qui est sur la piste de bataille. Donc voilà, c'est ça. C'est toujours, c'est pas parce que vous ne connaissez pas que je peux se permettre des critiques. Voilà. La bienveillance avant tout, c'est pas un luxe. C'est une règle de base en communauté. Et donc c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas être découragé par des commentaires négatifs. Dites-vous que ce sont des gens stupides et ne les écoutez pas. Voilà, oui, faites ça très simplement. Se rappeler aussi qu'il y a un moment où on commence tous quelque part. Et que c'est pas parce qu'on voit des gros cosplayers avec des magnifiques costumes, aussi on a tous commencé avec les compétences qu'on avait à ce moment-là, et on a tous commencé à progresser petit à petit. Et en fait, il ne faut pas s'arrêter sur des gens qui ne vont pas vraiment connaître l'univers et qui vont dire ah ouais, mais il y en a qui le font mieux que toi, et en fait, il y a un moment où il faut encourager le fait de continuer à encourager, il faut persévérer. Moi, j'ai pas honte de dire que mon premier t-shirt, c'est du tissu que j'ai cousu sur un t-shirt. Et je ne comprenais pas pourquoi je ne rentrais pas dedans. Parce que pourtant, c'était cousu sur un t-shirt et ça ne s'ouvrait pas. Mon premier concours, cosplay, je l'ai gagné en costume, alors qu'en fait, je l'avais mal cousu. En fait, j'ai découpé, j'ai rajouté un morceau de tissu entre les deux. Il y avait les fils qui couraient partout parce que je ne savais pas ce que c'était un bourrelet. Et le pire, c'est que j'ai gagné la première place. Donc le jury était tout aussi novice que moi, c'est magnifique. Donc, même chose de la vie, hein, c'est l'expérience. Mais c'est ça. Surtout qu'après, il y en a qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas envie. Je veux dire, il y en a qui font les concours justement pour s'améliorer, il y en a qui sont là juste pour l'éclat, et moi je supporte pas des fois quand je vois des gens qui sont là genre. Ouais. Mais non, mais lui, il est heureux avec son truc, même dégueulasse, mais on s'en fout. Il est heureux. La seule personne avec qui tu peux te permettre d'être en compétition en permanence, c'est toi-même.
Et tu n'es pas obligé. Oui, c'est ça. Voilà. Tu as le droit de vouloir pratiquer le cosplay de manière zen et sereine en te disant j'ai envie de faire un costume, mais j'ai pas envie d'y mettre tout le temps de l'argent, de l'énergie, des larmes. Surtout que des fois, honnêtement, il y a des arnaqueurs. Moi, je fais partie de l'association Yomeji, donc je vois les cosplayers. Honnêtement, on les voit magnifiques, puis derrière, on les voit enlever 400 épées à la nourrice, ils mettent de la colle, ils mettent du scotch. Donc des fois, on est là, c'est magnifique. Par contre, je ne bouge pas, sinon il y a tout qui tombe. Donc des fois, il y a beaucoup d'arnaqueurs en plus, c'est ça le pire. Hein, Salut. Voilà, J'ai 3 épingles qui tiennent ma veste. Mais après, sachez que ça compte aussi pour les cosplayers qui font du placard ou du acheter ou pour des photos. Ça touche pour tout. Parce qu'évidemment, le cosplay, c'est pas que du fait main. On a aussi les mascottes, les créations personnelles, tout ce qui est un peu tenue historique. C'est pareil, si vous faites le pour le plaisir, ne vous mettez pas la pression. Merci. C'est ce que je disais tout à l'heure. Presque 20 ans de cosplay. Ce soir, pour le show, j'ai fait un truc en papier et carton, littéralement. Voilà. Ne vous faites pas d'illusions. Le show sera magnifique. Il y a des merveilleux costumes et c'est sponsorisé 90% Vinted. Et ça, si ça, c'est pas la gentillesse incarnée. Voilà, ne vous faites pas Je d'illusions. pense que vous avez dit, peut-être que vous allez gagner. Ah non, c'est pour le show. Donc je sais pas. Ce soir, c'est un show, c'est vraiment pour le plaisir. On va gagner. Voilà. Si ça, c'est pas la merveilleuse phrase de conclusion, voilà. Si vous avez des questions, des commentaires, nous sommes à votre disposition. Sinon, merci pour votre attention. J'espère qu'on vous a convaincu que faites du cosplay, quoi, Et que des c'est gens. Voilà. Soyez votre premier choix, faites-vous confiance et soyez bienveillants envers vous. Parce que vous êtes tous parfaits. Et bonne convention. Merci à vous.